À quel moment tu as commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui allait pas forcément bien dans la façon dont tu gérais ton travail? Jamais, en fait. Jusqu'à mon AVC, je pense. Dans cet épisode, Christine Plissot nous raconte comment son AVC à 28 ans a complètement redéfini sa vision de la performance et de la réussite. On a commencé à me parler de promotion. C'était vraiment être bras droit du PDG. J'étais ravie à ce moment-là de la tournure que prenait ma carrière, en tout cas. T'étais sur la route quasiment toute la journée, tu faisais des allers-retours pour t'occuper de tes équipes et en rentrant chez toi, tu t'occupais de ton conjoint. Oui, c'est ça. C'est le moment où on se dit, c'est quand tu t'occupais de toi, c'est ça. Je faisais vraiment rien pour moi à ce moment-là. C'était ça le vrai problème. À partir de là, je me suis dit, tu t'es complètement trompée. Elle nous raconte en toute honnêteté et avec beaucoup d'humilité comment cet événement traumatisant l'a complètement transformée. Mon copain, qui est là à cette époque, va entendre un bruit dans la salle de bain, parce que du coup, je vais tomber par terre. J'arrive à me relever, etc. Je lui dis, non, mais c'est rien, t'inquiète. Il est en train de se passer quelque chose de grave, mais moi, à ce moment-là, je comprends pas. Donc ma question, c'est quand tu avais 28 ans, cet AVC, ça t'a un peu forcé, enfin ça t'a complètement forcé à t'arrêter. Qu'est-ce qui s'est réveillé en toi? Le fait de me rendre compte que j'avais pas placé les curseurs de priorité là où ils devaient vraiment être. J'avais beaucoup négligé tout ce qui était bien-être personnel, aussi bien psychologique que corporel, pour totalement me dédier aux autres, que ça soit le conjoint que j'avais à l'époque, ou alors me dédier au travail et donc aux personnes que je manageais à ce moment-là. En parallèle de ça, j'avais complètement abandonné ma famille et mon cercle personnel. J'avais aussi complètement abandonné mon bien-être personnel. Et du coup, quand à 28 ans, j'ai fait un AVC, à ce moment-là, je me suis dit oula, là, tu viens de dépasser justement une limite. Ton corps t'envoie un signal. Je dirais pas que je l'ai accepté tout de suite. Au départ, c'était beaucoup de déni, mettre la faute sur les autres, notamment par rapport à mon entreprise de l'époque, puisque ça avait été diagnostiqué comme étant suite à un surmenage. Après, ça a été un surmenage assez global. Il y avait aussi des facteurs physiques qui ont fait que l'AVC a pu être possible. Donc ça a été déclenché effectivement par le surmenage, mais au départ il y avait beaucoup de colère par rapport à l'entreprise, par rapport aussi à mon conjoint de l'époque qui me mobilisait beaucoup par des problèmes de santé qu'il avait. Après il a fallu que j'ai toute une phase d'acceptation de me dire que ça avait été moi aussi qui a été à l'origine de cet AVC. J'ai pas su écouter tous ces fameux warning qu'il pouvait y avoir par-ci par-là et que j'avais vraiment trop poussé les limites. Et ça a vraiment réveillé ce côté de me dire que dans la vie, on réussit pas que par la vie professionnelle. Parce qu'à ce moment-là, j'avais ce sentiment que l'ambition, c'était uniquement pro et que le pro, c'était la seule chose qui pouvait me contenter réellement en termes de réussite et aussi de définition de la réussite et du bonheur. À partir de là, je me suis dit, tu t'es complètement trompée parce qu'en fait, la vie, c'est pas que le pro. Si on fait un retour en arrière, quand tu étais étudiante, c'était quoi tes ambitions? Au départ, pendant de nombreuses années, j'ai voulu être prof. C'était cette ambition de la bonne élève. C'est-à-dire, il faut avoir les meilleures notes, toujours donner le meilleur de soi-même. Mais en même temps, j'étais pas dans la comparaison avec les autres. C'était beaucoup le meilleur de moi-même par rapport à mon propre référentiel. Donc j'étais pas forcément la meilleure de la classe. J'étais dans le top des étudiants, mais j'avais vraiment ce référentiel personnel de me dire il faut que tu sois fier de toi. Faut que tu rendes fier les autres. J'avais cette volonté de rendre fière ma mère par rapport à mes frères qui étaient un petit peu plus difficiles. Je voulais contrebalancer là-dessus. J'avais cette volonté beaucoup d'exemplarité, de soutien. Par la suite, je me suis lancée dans une prépa lettres. Il n'y a pas plus parcours d'excellence que ça. C'est vraiment ce genre de parcours où tu as peu d'élus et beaucoup de personnes qui veulent y aller. Mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas du tout quelque chose qui me correspondait. Parce que trop théorique, finalement, je me suis réorientée assez rapidement, mais j'ai eu du mal à accepter ce changement. Parce que je le vivais comme un échec. Je me suis dit, là, t'as pas été capable d'être au niveau, parce que c'est un niveau très élevé. Mais maintenant, avec le recul, je me dis pas que j'étais pas capable. C'est que c'était pas quelque chose qui me donnait suffisamment envie de l'être, dans le sens où j'aurais pu plus travailler, j'aurais pu plus m'investir, j'aurais pu réussir, mais c'est pas quelque chose qui me donnait à ce point envie pour me dépasser. Tu parles de référentiel, c'était quoi ton référentiel? Alors, mon référentiel, c'était beaucoup ma mère aussi, parce qu'en fait, ma mère, quand elle était à l'école, elle était très très bonne élève. Mon collège et mon lycée,
Et même ma primaire, je les ai faites dans le même établissement que là où était ma mère. Avec ma mère, on n'a pas tant d'écart parce qu'elle m'a eu assez jeune, elle avait 24 ans. Et ça fait que j'ai eu des profs qu'elle avait aussi. Et du coup, quand j'arrivais à l'école, j'étais l'aînée de la fratrie. Eh bien, on me comparait parfois à ma mère, parce qu'en plus, physiquement, on se ressemble plutôt beaucoup. Et il y avait beaucoup ce référentiel de « ta mère était super, donc tu vas l'être aussi ». Moi, j'ai perdu mon père en étant très jeune. Et il y avait ce côté de se dire il faut que tu fasses pas du souci à ta mère et il faut que t'assures dans ton rôle de sœur, dans ton rôle tout court. Ouais, je connais bien ce rôle-là. C'est quelque chose qu'on te donne, mais aussi que tu te donnes de manière contraire, enfin, complètement inconsciente en étant enfant. Donc ta vision de la performance, finalement, c'était quoi ? Ma vision de la performance, je pense que c'était la fierté des autres. Les félicitations que tu peux recevoir de la part d'un conseil de classe, les félicitations que tu peux recevoir de la part d'un prof, le bravo de l'entourage qui va dire que tu as fait un super job. Est-ce qu'à cette époque-là, ta mère a mis le doigt sur cette super excellence que tu voulais atteindre ou pas spécialement ? Elle était fière, mais il y avait pas... elle était pas dans une optique où elle me poussait à être excellente. C'est pas comme ses parents, tu sais, qui te mettent plein de pression pour que tu sois toujours le meilleur. En réalité, c'est quelqu'un qui est très faites ce qui vous plaît, je vous soutiendrai quoi qu'il en soit. C'est plus moi qui m'étais mis une pression par moi-même que elle qui le faisait. Parce que par exemple, quand j'ai décidé d'arrêter ma prépa, moi j'avais peur de lui dire parce que j'avais peur de la décevoir. Alors qu'en réalité, quand je lui ai dit, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a juste soutenue et qu'elle m'a dit si t'aimes pas ça, tu feras autre chose et tu y arriveras tout aussi bien. Et est-ce que le fait d'être la seule fille dans la fratrie t'a fait aussi un peu endosser ce rôle maternel ? Oui, parce que du coup, mes deux frères sont plus jeunes que moi. J'en ai un qui a 1 an de moins que moi et un qui a 5 ans de moins que moi, donc c'est quand même un fort gap. Et surtout, comme notre père est décédé quand on était très jeunes, et ma mère, en fait, juste au décès, a fait une dépression, et du coup, rapidement, je me suis dit, il faut que toi, tu restes forte, parce qu'il faut que quelqu'un le soit pour la famille. T'as quitté la prépa lettres pour faire quoi ? Alors au départ, je savais même pas ce que j'allais faire. C'était vraiment ça me plaît pas, ça me convient pas, il faut que j'arrête. Je me suis à ce moment-là questionnée en me disant qu'est-ce qui te plairait vraiment, qu'est-ce que t'aimes faire. Et quand j'étais en prépa, j'avais aussi découvert l'univers des écoles de commerce. De là, je me suis dit tu vas faire un BTS management des unités commerciales parce que c'était un cursus qui allait m'ouvrir en même temps beaucoup de voies. Donc tes drivers, si on reprend un peu j'imagine que tu connais les 5 drivers. En montant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment expliqué ce que c'était les drivers. Donc si vous savez ce que c'est, vous pouvez avancer ce passage-là. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, rapidement, les drivers, ça vient de l'analyse transactionnelle. C'est des messages qui ont été répétés quand on était plus jeune et qui vont beaucoup influencer la façon dont on fonctionne aujourd'hui. Donc il y a 5 drivers. Fais plaisir, sois parfait, dépêche-toi, sois fort et fais des efforts. Et en fait, on a chaque fois un dominant, voire 2 dominants. Et ce qui est important ici, c'est de les conscientiser pour pouvoir les canaliser, puisqu'évidemment, ils ont des points positifs, mais aussi des points négatifs. Je vous donne l'exemple de Christine qui parle de son soi parfait, donc qui l'a amené à l'excellence, qui l'a amené à être très performante, mais qui l'a aussi amené à du surmenage. Donc ce qui est intéressant ici, c'est encore une fois de les conscientiser pour pouvoir avancer. Donc toi, tes drivers, on était plutôt à l'époque sur... du sois fort et fais plaisir. Oui. Donc, tu as fait une école de commerce et après, tu as vite monté les échelons, tu es rentré en entreprise et tu as rapidement monté les échelons pour être manager. J'ai même pas fait une école de commerce, j'ai fait mon BTS du coup. Je suis issue d'une famille qui a pas vraiment des moyens financiers importants. Les écoles de commerce, c'était pas vraiment une voie qui pouvait m'être ouverte par rapport au montant que ça représentait à l'époque. Donc je me suis dit, tu vas plutôt faire ton chemin, toujours un système de mérite. En gros, si tu te donnes à fond dans ton travail, t'arriveras à grimper les échelons, à prouver que tu vaux plus et on te donnera plus. Donc je me suis dit, on va le faire plutôt comme ça. Ce qui signifie que déjà à l'époque, tu avais rapidement envie de rentrer dans le monde du travail ? Oui et non. Et je pense que j'avais encore envie de rester un petit peu dans ce monde scolaire, continuer toujours à apprendre, un peu aussi d'indécision parce qu'il y avait trop de choses qui m'intéressaient. C'est ça qui a fait aussi que, comme je le disais un petit peu plus tôt, je suis partie dans un cursus qui finalement était plutôt généraliste.
C'est intéressant parce qu'il y a une espèce de dualité entre le côté perfection et le côté cadre, protection, je prends mon temps. Je suis très dans le faire attention, toujours prendre tous les paramètres en compte pour être sûr d'aller dans la bonne voie. Dans un sens, je pense que aussi à l'époque, ça me poussait à pas trop sortir de ma zone de confort. Donc tu termines ton BTS et ensuite qu'est-ce que tu fais? Je deviens responsable de rayon, mais sans le titre de responsable. Ça, c'était beaucoup ce qui se faisait dans la grande distribution. T'étais employé polyvalent de commerce, et en réalité, t'étais seul sur ton rayon, donc c'est toi qui gérais tout. À quel moment t'as commencé à manager? Alors déjà, je manageais quand j'étais dans ma première expérience en BTS. Je manageais en étant stagiaire. Et ça, c'était quelque chose de très compliqué. La responsable du magasin m'avait pris vraiment comme assistante. Il y avait aussi une responsable adjointe. Et du coup, il y avait la cohabitation de dire, il y a une stagiaire qui est là pour apprendre, mais en même temps, je devais tenir des rôles, des fonctions et des missions de manager. Et avec le recul, comment est-ce que tu vois cette expérience? On m'a pas accompagnée sur les façons de manager. Et du coup, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et quand t'es jeune et que t'as 19 ans et que t'as jamais travaillé, à ce moment-là, tu te dis pas qu'il faut faire attention aux sentiments des autres ou à la perception que tes paroles, elles auront. Et quel manager t'avais envie d'être? J'avais envie d'être le manager que j'ai réussi à être après mon AVC. Et avant l'AVC, j'étais plus un manager qui arrivait pas encore à prendre en considération les émotions des autres. Si on revient sur la période de l'AVC, c'était quoi ton poste? Alors au moment de l'AVC, j'étais responsable régional. Donc dans une entreprise qui faisait du commerce de métaux précieux. À ce moment-là, j'avais une vingtaine d'agences disséminées sur toute la France, qui avaient un gérant par agence. Et moi, mon rôle par rapport à eux, c'était de les accompagner dans le développement commercial de leur agence et de les amener à atteindre leurs objectifs. Donc à quoi ressemblaient tes journées? Mes journées, elles ressemblaient à, grosso modo, me lever à 6 heures du matin, partir faire de la route, parfois faire jusqu'à 4 heures de route, arriver en agence. À ce moment-là, en fait, il pouvait y avoir plusieurs configurations. Soit le gérant avait vraiment du temps pour moi, soit il y en avait un petit peu moins, et à ce moment-là, j'étais un peu tributaire du flux client. Et en fait, les 4 heures de route que je passais justement sur la route, il fallait les mettre à profit aussi. C'est là que j'ai fait l'erreur à cette époque-là, c'est que je rentrais tous les soirs chez moi. Donc parfois, je pouvais faire 4 heures de route le matin, 4 heures de route le soir. Et quand je rentrais chez moi, je voulais à tout prix leur faire un mail qui allait récapituler en fait les performances de la journée pour pouvoir féliciter les personnes qui avaient bien fait, pour qu'elles l'aient le lendemain matin quand eux ils arriveraient à 9 heures à l'agence. Du coup, moi je m'étais mis des contraintes supplémentaires pour donner de la présence aux gérants et qu'ils aient le sentiment qu'ils étaient bien entourés même en étant seuls. Et est-ce que ça a eu le résultat escompté? Oui, ça a eu le résultat escompté pour le coup. Cette année-là, j'ai fait plus de 250% de l'objectif demandé. J'avais un turnover quasi inexistant, même si pour le coup, ça a eu beaucoup d'effets négatifs sur moi, mais ça a eu l'effet positif attendu sur les personnes que j'encadrais en tout cas. Et de quoi tu étais la plus fière à ce moment-là? Que par rapport aux autres, ils me voient différemment, dans le sens où ces mêmes gérants avaient parfois eu d'autres directeurs commerciaux avant moi. Ils me disaient, vous êtes la première à venir me voir aussi souvent. J'étais fière qu'ils se disent qu'ils pouvaient compter sur moi parce qu'ils m'identifiaient comme quelqu'un de fiable. Donc à ce moment-là, toutes les cases étaient cochées pour satisfaire cet enfant intérieur qui avait besoin d'excellence, qui avait besoin de performance, de fierté, de regard des autres, positif. Tout était là. Tout était tellement là que on a commencé à me parler de promotion. Pratiquement le plus haut poste qui existait dans l'entreprise, c'était vraiment être bras droit du PDG. Et c'était pas la première promotion qu'on me proposait parce que je suis pas rentrée à ce poste-là dans l'entreprise. Je suis rentrée au poste de gérant où je faisais des remplacements. Et ensuite, on m'a proposé aussi un poste de responsable régional sur une petite région. Au bout de 4 mois, on a doublé ma zone. J'étais ravie à ce moment-là de la tournure que prenait ma carrière en tout cas. Est-ce qu'à un moment donné, dans tes managers, il y a quelqu'un qui a tiré la sonnette d'alarme ou qui a vu que ça allait trop loin? J'ai été vue comme cette personne vraiment stable, que rien n'atteint. Donc personne ne savait même que j'avais à ce moment-là un conjoint qui avait de gros problèmes de santé. Donc personne ne savait que j'avais une vie stressante dans ma vie personnelle. Moi, je n'avais pas le sentiment que j'en faisais trop et j'avais pas non plus le sentiment d'être dans une situation dangereuse pour moi. Moi, je me disais, tu fais ton travail, tu le fais bien, ça se passe bien, tout va bien. On m'avait donné un petit conseil parce que justement, on s'était rendu compte que je dormais très peu à l'hôtel.
J'avais un kilométrage de voiture de fonction plus élevé que les autres, donc ils voyaient bien que par contre, je faisais beaucoup de déplacements. Donc on m'avait recommandé davantage dormir à l'hôtel, mais il n'y avait pas de contrainte là-dessus, où personne ne m'a vraiment rien dit à ce moment-là, quoi. Donc si quelqu'un t'avait dit que t'allais droit vers un AVC ou un burn-out, comment tu l'aurais pris? En fait, personne n'aurait pu me le dire dans le sens où les gens pouvaient connaître des bribes de ma vie, mais personne n'avait connaissance de l'intégralité. Et du coup, personne ne pouvait identifier ça, donc personne n'aurait pu me dire bah t'en fais trop. Donc si je résume, t'étais sur la route quasiment toute la journée, tu faisais des allers-retours pour t'occuper de tes équipes et en rentrant chez toi, tu t'occupais de ton conjoint. Oui, c'est ça. J'ai 300 000 questions, mais je vais pas aller de ce côté-là. C'est le moment où on se dit, c'est quand que tu t'occupais de toi, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. C'est le moment où on se dit qu'est-ce que tu faisais pour toi, quoi. Bah rien. En réalité, je faisais vraiment rien pour moi à ce moment-là. C'était ça le vrai problème. Parce que finalement, t'étais loin de tout le monde. T'étais avec ton conjoint dans une ville que tu connaissais pas spécialement, en tout cas nouvelle, avec en seul moteur le travail. Là, au moment où je suis directrice commerciale, je suis revenue à Saint-Étienne. Ma mère et mon frère habitent à 5 minutes à pied de chez moi. C'est moi qui ai plus laissé de place à ma famille et à mes amis à ce moment-là. Mais concrètement, j'ai aucune raison de pas être près de ces gens-là. À quel moment t'as commencé à sentir qu'il y avait quelque chose qui allait pas forcément bien dans la façon dont tu gérais ton travail? Jamais, en fait. Jusqu'à mon AVC, je pense. Est-ce qu'il y avait un rapport à l'argent qui te motivait encore plus? Non. Plus de performance, plus d'argent, non? Non, j'avais des commissions, mais ça a jamais été quelque chose de moteur pour moi dans le sens où même dans ma progression au sein de cette entreprise, il y a parfois des postes où j'ai accepté d'être payé moins bien que le poste d'avant pour la promotion de mission. Est-ce que tu peux nous raconter ce jour où tout a basculé? Donc on est le 7 octobre 2019. D'ailleurs, j'ai écrit toute une newsletter à ce sujet. Donc à ce moment-là, je suis déjà très fatiguée. Et puis, je me lève comme tous les matins pour aller me préparer. Et puis, il se passe quelque chose que je m'explique pas. C'est que une paralysie de la jambe gauche, de tout le côté gauche. Souvent, c'est les premiers symptômes d'un AVC. Et à ce moment-là, je me rends même pas compte de ce qui se passe parce que du coup, mon copain qui est là à cette époque va entendre un bruit dans la salle de bain parce que du coup, je vais tomber par terre. Et à ce moment-là, j'arrive à me relever, etc. Et en fait, on pense à des choses vraiment si bêtes. En fait, j'étais en train de payer mon stationnement sur mon téléphone pour pas prendre d'amende. Et je me disais, il faut que tu finisses de payer ton stationnement. Là, je suis encore dans le déni. Je dis non, mais c'est rien. Il y a tellement une déconnexion qui se fait dans la réalité qu'on se rend même pas compte de ce qui se passe. Je lui dis non, mais c'est rien, t'inquiète. Il me dit bah si, quand même. Moi, ce que je sais pas à ce moment-là, parce que je me suis pas regardée dans le miroir, c'est que j'ai une paralysie du visage. Donc ça se voit concrètement sur mon visage qu'il y a quelque chose qui se passe. Lui, il veut appeler les pompiers. Je lui dis non, appelle pas les pompiers, appelle ma mère. Parce que ma mère habite à ce moment-là à 5 minutes. Donc ma mère arrive et elle se rend vite compte que il est en train de se passer quelque chose de grave, mais moi à ce moment-là je comprends pas. J'ai une déconnexion du cerveau liée au fait des symptômes même de l'AVC qui font que c'est compliqué de réfléchir. Et donc on m'emmène à l'hôpital et très rapidement ils vont diagnostiquer que c'est un AVC. Je vais pouvoir être traitée dans les 4 heures et du coup ça va faire que ça va réduire considérablement les potentielles séquelles. Mais je vais quand même rester 10 jours à l'hôpital à la suite de cet AVC et pendant les 48 premières heures, il y avait la question de savoir si une fois que je serai autorisée à me lever, parce qu'au début t'as pas le droit de te lever, est-ce que je pourrais marcher? Et du coup tu vis avec ce stress-là pendant 48 heures de savoir est-ce que tu pourras marcher. Et puis progressivement la volonté d'aller combattre tous les symptômes pour réussir à récupérer au plus vite possible. Et à la fin des 10 jours, mon neurochirurgien qui me dit maintenant que vous êtes, ça va mieux. Je vous le dis honnêtement, je pensais pas que vous réussiriez à vous en remettre aussi bien en 10 jours. Mais à ce moment-là, j'ai bénéficié de la chance d'être jeune parce que du coup, quand on est jeune, notre cerveau a plus de plasticité. Et du coup, ça fait qu'il se remet plus vite. Et puis, la combativité et surtout le soutien de mes proches à ce moment-là, puisque ils étaient avec moi toute la journée. Dès qu'ils pouvaient me voir à l'hôpital, ils venaient me rendre visite. Avant de continuer, j'ai un cadeau pour vous. Je le répète constamment, la performance, elle commence d'abord par vous. Alors, j'ai créé un autodiagnostic qui met en lumière vos angles morts et qui va vous permettre de prendre du recul. C'est pas juste une énième vidéo à regarder. L'idée, c'est vraiment de vous aider à devenir le leader que vous souhaitez être. D'abord pour vous, puis pour vos équipes.
C'est offert, vous avez juste à cliquer sur le lien en description. J'espère que ça vous plaira. À ce moment-là, c'est quoi tes premières pensées? À ce moment-là, mes premières pensées, c'est le travail. La première chose que je vais dire à ma mère quand je serai à l'hôpital et qu'elle viendra me voir, ça va être il faut que tu préviennes mon manager. Je pense qu'à ce moment-là, j'essaye vraiment de pas me rendre compte de ce qui se passe, parce que c'est plus facile pour moi de me dire concentre-toi sur ce qu'il y a d'habitude que de me rendre compte que là, il vient de se passer quelque chose de vraiment grave. Est-ce que tu penses que le mindset que tu t'es construit, cet état d'esprit vers l'excellence, vers la performance, est-ce que ça t'a aidé à justement développer ce côté très combatif? Autant ça m'a poussé à cette situation, autant c'est ça qui m'a aidé à en sortir aussi. Quand j'étais à l'hôpital, j'avais envie d'aller mieux tout le temps. Du coup, je faisais tout ce qui était possible et imaginable. Je suivais tous les conseils qui m'étaient donnés par les médecins. Si on me donnait des choses à faire qui n'étaient même pas obligatoires, comme notamment t'as une rééducation par un orthophoniste au moment d'un AVC par rapport au fait que ça peut toucher la déglutition, et du coup t'as des choses à faire pour être sûr de pouvoir manger correctement et pouvoir parler correctement, et ça c'est pas des choses obligatoires. Et d'ailleurs elle me disait vous êtes la seule à les faire aussi bien. Donc il y avait toujours cette implication de se dire il faut que tu donnes le meilleur de toi-même pour aller mieux. Je trouve ça passionnant à chaque fois de voir à quel point notre intérieur, enfin notre psychologie, notre façon de vivre et de penser joue sur notre quotidien. On a tendance à vouloir virer tous ces drivers, toutes ces petites voix intérieures là qui viennent nous gonfler, fais ci, fais ça, sois performante, etc. Alors qu'en fait, il y a vraiment un curseur, un équilibre à trouver entre le moment où ça devient toxique et le moment où en fait ils sont là pour nous aider, quoi. Ah bah, complètement, parce que j'aurais pas été comme ça, je me serais pas aussi bien rétablie et la suite aurait pas été aussi positive. T'as deux possibilités, soit tu te dis ça y est c'est foutu, à cause de ça j'aurais plus jamais tout le reste, soit tu te dis ah bon il se passe ça, qu'est-ce que j'en fais pour devenir meilleure. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience aussi à quel point j'étais résiliente. Avant ça j'étais beaucoup plus pas dramatique, mais j'allais peut-être plus me laisser toucher par des choses. J'ai commencé à me dire qu'il y avait bien plus grave dans la vie. À quel moment t'as compris que cet événement, ça allait complètement changer ta vie? Alors déjà, au moment où j'ai demandé aux infirmières, quand j'étais à l'hôpital, pendant combien de temps je vais être arrêtée. Alors encore la question du travail. Et à ce moment-là, on te dit entre 6 mois et 1 an. Et ça a été quelque chose de très difficile à digérer, puisque comme je l'ai dit, à ce moment-là, je suis en passe d'avoir une nouvelle promotion, donc j'ai le sentiment que tout ce que j'ai construit pendant 4 ans, ça a servi à rien. Je suis restée en arrêt pendant 1 an. J'ai été accompagnée par une psychologue et puis par ma famille sur cette période-là. Quand il fallait reprendre le travail, j'avais peur d'y retourner. Je voulais plus y aller. J'avais peur de me remettre dans une situation dans laquelle je pouvais reproduire quelque chose d'aussi grave. Donc c'est pour ça que j'ai été beaucoup accompagnée par une psy qui m'a accompagnée comme on accompagne quelqu'un suite à un burn-out, parce que c'est à peu près les mêmes conséquences psychologiques de faire un AVC. C'est à ce moment-là que j'ai compris que tout serait différent. Les curseurs étaient plus au même endroit. Dans cette période-là, j'ai surtout beaucoup pris soin de moi, parce qu'en fait, j'avais pas le choix déjà. Je me suis rendu compte que si moi je le faisais pas, on n'allait pas le faire pour moi. Il y a des personnes, quand je les rencontre aujourd'hui, ça les met un peu mal à l'aise que je leur dise que j'ai fait un AVC, parce que c'est quelque chose de grave. Mais moi, j'ai pas envie d'oublier cet épisode. Souvent, c'est ce qu'ils m'ont dit à l'hôpital, il y a des personnes qui, au bout de quelques mois, vont complètement zapper, retomber dans tous les travers. Et moi, j'ai cette volonté que vraiment ce soit un vrai tournant. Donc, c'est quelque chose dont je parle assez simplement. Ça me touche encore, et d'ailleurs quand j'ai écrit ma première newsletter avec ce sujet-là, ça a été très dur émotionnellement, parce que je me suis vraiment livrée. Et quand je me rends compte que peut-être je suis en train de le faire, maintenant c'est mon corps qui se charge pour moi de me dire attention, là t'es en train de refaire des choses que tu faisais avant. J'y crois tellement, c'est tellement important de partager tous ces moments de vie qu'on a et qui font que on grandit d'une manière ou d'une autre, et c'est tellement précieux. C'est des cadeaux qui sont extrêmement mal emballés, qui sont très douloureux, mais mon Dieu, ce que ça nous fait grandir, c'est dingue. C'est vrai, et en fait, cet épisode, il m'a pas changé que moi. Il a changé ma famille, et il a changé mon entreprise aussi. C'est quoi les grands changements que tu as pu voir ? Alors par rapport à ma famille, plus de résilience, c'est pas si grave, et qu'est-ce que je fais des événements graves qui m'arrivent dans la vie. Toujours plus de combativité, ça nous a soudés aussi énormément, même si on l'était beaucoup, mais ça a aussi remis beaucoup d'attention les uns envers les autres. Et par rapport à mon travail,
Je sais pas si c'est de la conciliation, mais en tout cas, accepter que chacun peut travailler à son rythme, mais toujours être aussi performant. Aussi, plus de temps à se dire, comment vont vraiment mes collaborateurs? Est-ce qu'ils se sentent bien dans l'univers dans lequel ils sont? C'est quoi aujourd'hui ta définition de la performance? C'est donner le meilleur de soi-même. C'est ok de pas avoir le temps de tout faire, ou alors c'est ok d'avoir besoin d'aide. Alors qu'avant, j'avais peut-être la tendance à faire tout toute seule, à vouloir tout faire toute seule. Et à quel moment l'idée de Skilly a commencé à germer? Au moment où je décide de quitter mon entreprise, je suis même pas encore sûre de ce que je vais faire, parce qu'à ce moment-là, j'ai un manager qui arrive, ça se passe très mal. Dès le premier rendez-vous qu'on a ensemble, je sors en larmes du rendez-vous, et en fait, je me dis, non, tu peux pas accepter ça. L'époque où tu pouvais te mettre dans des états comme ça pour le travail, ça n'existe plus. Peut-être la semaine d'après cet événement, j'étais dans le bureau de mon PDG pour lui demander ma rupture. J'ai pas voulu accentuer sur le fait de cet événement avec le manager, j'en ai d'ailleurs pas parlé. Je voulais pas que ça soit perçu comme elle s'en va à cause de quelqu'un qui a eu une mauvaise attitude envers elle, parce qu'en réalité c'était tout un tas de facteurs qui me faisaient dire qu'à ce moment-là, j'avais plus envie de faire ça, et c'était plus ce qui me motivait tous les jours, et j'avais envie de faire quelque chose qui avait vraiment de la valeur, mais de la valeur humaine, où je me disais avec fierté tu fais ça dans ta vie. Et je me suis rendu compte des difficultés que ces alternants rencontraient dans leur vie pour trouver des alternances, des comportements injustes desquels ils avaient été victimes au sein de l'entreprise. Et d'ailleurs, mon frère aussi en était un exemple, puisque ça s'est terminé au prud'homme avec son alternance. Pourtant, ces personnes-là sont l'avenir du monde du travail. Ils devraient être formés correctement et poussés à être performants d'une bonne façon. Et puis, subitement, un jour, en faisant mes courses, je me suis dit, tu vas créer le Tinder de l'alternance. J'ai fait des études de marché, j'ai fait des recherches pour voir un petit peu si ça existait, ce qui se faisait. Donc, ça n'existait pas. J'ai même fait des recherches sur les sites de rencontres, savoir comment ça marchait en termes d'algorithmes. J'ai fait des recherches sur les difficultés du marché de l'alternance, et j'en ai découvert encore plus que ce qu'il était le cas dans mon esprit. Je me suis dit, là, tu tiens quelque chose qui va avoir une portée humaine et qui va pouvoir permettre de former au mieux les générations qui demain travailleront au sein de l'entreprise. Et ça répondait complètement à la mission de se dire que c'était l'humain qui transformait les organisations. C'est quoi les fondements de Skilly? C'est ça, c'est que l'humain transforme les entreprises, et que la collaboration harmonieuse, ça passe aussi par la compatibilité et la complémentarité entre les personnes. Moi, quand j'étais manager, je recrutais des personnes qui pouvaient être très bien pour moi, mais pas bien pour les autres. Mais c'est ça qui nous permettait d'avancer ensemble, de créer de la performance, d'être épanouis, d'être heureux ensemble. On avait des modes de fonctionnement qui allaient être soit similaires, soit complémentaires. J'ai pas fait l'erreur de recruter que des personnes qui me ressemblaient, parce que autant te dire qu'à mon avis, ça aurait pas donné quelque chose de super. Mais par contre, j'ai réussi à recruter des personnes avec lesquelles on arrivait à collaborer efficacement et à se faire grandir mutuellement. Et je pense que dans notre vie, on a tous un manager ou quelqu'un qui nous a marqué positivement et qui nous a fait grandir, au moins une personne. Et c'est vrai que c'est ça les fondements de Skilly, c'est de dire que une entreprise, elle peut aussi être transformée par un alternant, et que il faut pas négliger ce type de recrutement au sein d'une entreprise, et que c'est tout aussi stratégique, voire plus que les recrutements de collaborateurs. Ce que je trouve intéressant et en même temps rigolo, si je peux le dire, c'est que avant ton AVC, tu faisais une énorme distinction entre le pro et le perso. Là, aujourd'hui, j'ai tout mélangé. Avec tout le monde, il y a ton frère, ton conjoint, et une amie. Oui, c'est ça. En fait, effectivement, je faisais énormément la distinction entre le pro et le perso, et là, j'ai décidé de tout mélanger. C'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'est quand j'ai vraiment décidé d'être moi-même que ça s'est le mieux passé en entreprise. Quand j'avais mon équipe sur le terrain, quand je suis revenue après mon AVC, et bien là, à ce moment-là, des fois, ils m'ont vu des jours où j'étais pas bien, comme n'importe qui, des jours où je pouvais être triste, des jours où j'étais contente, des jours où je leur racontais un petit truc qui m'était arrivé dans le week-end, comme eux me racontaient déjà des choses qui leur arrivaient dans leur vie. Eux ne savaient jamais rien de la mienne. J'ai commencé à mettre des morceaux de ma vie personnelle dans mon travail. Au lieu d'avoir l'effet de te mettre une certaine forme de vulnérabilité, ça créait du lien, et au contraire, ça amenait même les personnes parfois à une forme de compassion, ou même de se dire elle est humaine, elle est comme nous. Et à partir de là, quand j'ai créé Skilly, j'avais plus ce côté regard des autres.
j'ai envie que cette boîte me ressemble, j'ai envie de faire les choses à ma manière. Et au départ, moi, j'ai commencé à travailler sur Skilly toute seule. Et au fur et à mesure, c'est eux qui se sont investis d'eux-mêmes sans que je demande rien. T'as les personnes qui me demandaient dans mon entourage, bah ça se passe où, t'en es où dans ta boîte? Et puis t'avais ces quelques personnes qui venaient en me disant, au fait, j'ai pensé pour Skilly, tu pourrais faire ceci, cela, même en dehors des moments où on était ensemble. Qui de mieux pour entreprendre avec toi que des personnes qui croient en ce que tu as envie de faire. Ça marche très bien pour nous et on est très contents de collaborer ensemble et Skilly serait pas ce que c'est aujourd'hui sans eux. Parce qu'en fait, si moi je l'avais fait seule, ça aurait été d'une taille bien moindre et ça aurait pris beaucoup plus de temps. Mais en gros, dans la dernière étude d'Harvard, ils disent qu'un leader sur plein de compétences, les deux plus importantes, c'est l'authenticité et deux, comment naviguer dans des environnements complexes et dans le changement. T'as l'air de cocher les deux cases. Je pense, de ce qu'on vient de se raconter en tout cas. Mais tu vois, pendant très longtemps, je me suis dit que justement, un manager, c'était un leader. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je l'étais devenu sans le vouloir. J'ai un sentiment d'un côté que si tu as envie d'être un leader, tu le seras pas aussi bien que si tu l'es devenu naturellement, dans le sens où c'est les personnes de mon entourage qui disent ça de moi. Moi, si tu me demandes sur moi, je vais pas forcément te dire que je suis d'accord. Bah, je veux dire, je suis la personne la plus mauvaise pour s'auto-complimenter. Donc, c'est beaucoup les autres qui m'ont dit comment j'étais. Tu deviens leader quand tu veux pas le devenir. Parce que moi, j'ai eu des managers et des dirigeants qui avaient envie d'être leaders parce qu'ils avaient des idées, etc. Sauf qu'ils pensaient que juste avec des idées, t'allais emmener les gens. Sauf que, en fait, pas du tout. Effectivement, l'authenticité, moi j'ai découvert vraiment son pouvoir après l'AVC et encore plus maintenant que je suis entrepreneur. Parfois, ça peut te fermer des portes et il y a des personnes avec lesquelles ça va pas du tout matcher. Et en fait, c'est même la meilleure nouvelle parce que ça fait un tri naturel. Et ce qui est dans le fait de naviguer dans le changement, effectivement, je pense qu'il faut avoir une forte capacité à... On va pas dire jamais se laisser désarçonner parce qu'en fait, on est tous humains. Donc, t'as forcément un moment où t'accuses le coup. C'est quelque chose qui est positif et très souvent... moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, on me disait oui, t'as changé. Mais c'était jamais dit d'une façon positive. Quand on parle de changement à quelqu'un, c'est perçu comme avant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Par extension, c'était peut-être mieux avant. Alors qu'en réalité, le changement, ça a beaucoup de positif et quand on arrive à accepter ça, effectivement, je pense que c'est là qu'on a vraiment les clés pour être leader, mais aussi pour être un bon chef d'entreprise. Complètement. Mais on a souvent comme image le fait de voir un leader. Le leader, c'est Barack Obama, c'est Steve Jobs, c'est des personnes qui ont du charisme, qui ont de la voix. Mais en fait, ils sont pas forcément nés comme ça. En tout cas, c'est pas inné. Et ça s'apprend. Si c'est naturel, tant mieux. Mais c'est rare. Et c'est vrai que sur beaucoup, c'est hyper important de le travailler et de voir que ça vient d'abord de soi pour pouvoir ensuite guider les autres et comprendre les autres. Ah bah complètement. Et moi, j'ai la conviction, tu vois, que si j'avais pas eu certaines épreuves de ma vie, notamment l'AVC, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc moi, je suis contente que ça me soit... je vais pas dire que je suis contente que ça me soit arrivé, mais en tout cas, je suis contente de la personne que je suis aujourd'hui et je sais que c'est aussi lié à cet événement-là. Et il y a un autre événement qui s'apprête à arriver dans pas très longtemps et qui va vachement changer ta vie. Oui, effectivement. D'ici septembre, je serai maman aussi. Donc effectivement, ça va considérablement changer ma vie. Mais encore une fois, c'est un changement très très positif, très serein. C'est-à-dire qu'on se dit, on va faire les choses qu'il faut et tout se passera bien. Et hier, je déjeunais avec une amie qui me disait que par rapport à avant, parce qu'elle me connaissait du coup quand on bossait ensemble dans la boîte d'avant, et là, depuis que je suis enceinte, elle me dit t'as une forme de sérénité qui s'est installée, alors que ça pourrait être complètement le contraire, parce que il y a aussi des gens qui se diraient elle est entrepreneur, c'est une situation incertaine en termes de finances, c'est une situation incertaine tout court. C'est une situation qui demande trop d'investissement de temps et elle fait déjà la place dans sa vie à un enfant après 1 an et demi d'entreprise. Et là où j'ai été très agréablement surprise, c'est que finalement dans mon entourage, personne n'a réagi de cette façon. Donc c'est là que je me rends compte aussi qu'un filtre naturel s'est fait dans mon entourage à partir du moment où déjà je suis devenue entrepreneur.
ou toutes ces personnes qui pouvaient avoir une forme de scepticisme sur l'insécurité que ça peut représenter, se sont naturellement écartées de ma vie sans que moi je les en expulse. Et effectivement, dans quelques mois, il y a un enfant qui arrive et à partir déjà du moment où j'ai su que j'étais enceinte, c'est vrai que ça crée encore une fois un ajustement des curseurs, comme on le disait un petit peu plus tôt, nécessaire pour que la grossesse se passe bien, l'entreprise se passe bien, un nouvel équilibre à trouver et accepter aussi peut-être d'être un peu moins présent, mais d'être présent plus efficacement. Je crois qu'effectivement, tout ce que tu as traversé et la vie de nombreuses personnes fait que c'est hyper intéressant de voir à quel point, si tu prends le temps de te nourrir de ça, de grandir, de prendre du recul et de voir un peu ce qui s'est passé pour mieux te connaître toi, ça a un pouvoir surestimé sur qui tu es, sur ton alignement, et encore plus quand tu attends un enfant. Je trouve que pour être passé par là, il y a vraiment un avant et un après. L'entrepreneuriat aide parce qu'en fait, t'es seul face à toi-même quoi qu'il arrive, même si t'es entouré de ta famille, de tes amis. Et le fait de devenir maman, il y a vraiment un switch qui se passe dans ta tête et un avant et un après sur qui tu es, ce que tu veux et tes limites et comment est-ce que tu joues justement avec ce fameux curseur entre qu'est-ce que tu es prête à faire pour toi, pour ton enfant, pour ta famille et pour ce qui compte vraiment. Oui, c'est complètement ça. Tu refixes totalement les priorités et finalement, c'est vrai que ce que j'ai vécu dans ma vie fait que aujourd'hui, il n'y a jamais une situation que j'accueille en me disant que je pourrais pas la gérer. Peu importe ce qui se passe, je me dis que je trouverai la façon de faire pour que ça se passe bien. Si tu pouvais transmettre une seule chose à ton enfant sur ce que c'est que réussir sa vie, ce serait quoi ? Être soi-même et faire ce qui nous plaît. Ça sert à rien de faire quelque chose parce que ça semble être la bonne chose. Si c'est pas la bonne chose pour toi, eh bien il faut changer de voie. Quel challenge tu donnerais à nos auditeurs pour qu'ils puissent justement ajuster ce fameux curseur entre performance et épanouissement personnel ? Moi, ce serait un challenge un peu d'introspection, c'est-à-dire se poser comme ça tranquillement avec une feuille et faire le point sur qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je veux demain et qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça soit possible et qu'est-ce que je veux pas, qui est aujourd'hui présent dans votre vie. Eh bien, amorcer un changement quel qu'il soit en fait. Ça veut pas forcément dire quitter son job, mais ça veut peut-être dire oser dire ce qu'on veut. Parce qu'en fait, quand on sait où on va, c'est toujours plus simple. Et quand on sait ce qu'on veut, c'est toujours plus simple aussi. Ça va faire peur de changer, mais en tout cas, ça sera pour du mieux. T'as déjà fait un vision board ? Oui. Oui, j'ai déjà fait ça. Je trouve ça très très sympa comme concept. C'est un peu le prolongement finalement. Une fois que tu as fait ton introspection, tu es en capacité de faire ce vision board et de se dire qu'est-ce que je vais faire pour atteindre ces objectifs-là. Accepter aussi que les objectifs sont évolutifs. On peut effectivement avoir des envies différentes et c'est ok, notamment avec les changements de la vie. Tout à l'heure, on parlait de la grossesse, ça peut totalement influencer. Ou même passer du salariat à l'entrepreneuriat, ça va faire que des choses vont changer. Savoir où on va, mais accepter que ça peut changer, mais aussi que la route, elle peut être différente, qu'il y a différentes façons d'atteindre ses objectifs. Et si c'est pas la route qu'on avait prévue, la prochaine sera peut-être encore mieux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et je suis aussi très curieuse de savoir comment vous avez géré ce challenge qui a été donné par notre invité. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux avec le hashtag #TrouveTonCurseur. Et pour être au courant des prochaines sorties, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!